Après avoir hébergé mes beaux-parents pendant 8 mois, je leur ai demandé quand ils comptaient déménager. Ma femme a répondu, il reste. Si c'est un problème, c'est peut-être toi qui devrais partir. Son frère est descendu et a dit, il était temps. Ce soir-là même, j'ai fait ma valise et je suis parti. Mais avant de m'en aller, j'ai ouvert le coffre-fort dans le placard. Il ne savait pas que je l'avais réinstallé. Je n'aurais jamais imaginé que mon mariage s'effondrerait pour une chose aussi simple que de demander un peu d'espace dans ma propre maison. Mais je suppose que ça commence toujours comme ça. De petites fissures. Puis on réalise que tout était brisé à l'intérieur. Je m'appelle Andrés. J'ai 39 ans. J'ai vécu presque toute ma vie d'adulte à Valence, une ville tranquille, de bons voisins, des rues propres. J'ai acheté ma maison à 30 ans. Des années de travail dans la construction, des petits boulots, économisant chaque euro possible. La maison n'était rien d'extraordinaire, environ 130 mètres carrés, 2 chambres, une salle de bain et demie, mais c'était la mienne. Entièrement payée, sans dette, sans colocataire. Je menais une vie simple, payais les factures à temps, réparais ce qui était cassé, la pelouse était tondue, le toit en bon état, et puis j'ai rencontré Clara. Elle était magnifique, je ne vais pas mentir, et intelligente aussi, du moins c'est ce que je croyais. Elle travaillait dans les ressources humaines dans une clinique dentaire. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue chez un ami à Torrent. Elle a ri de mes mauvaises blagues, elle a aimé mes talents culinaires un peu stupides et a dit qu'elle admirait un homme capable de construire une maison de ses propres mains. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi avant de nous marier. Elle a emménagé avec moi et pendant un temps, tout s'est bien passé. Nous gardions des comptes bancaires séparés. Elle a proposé d'aider avec les courses et les factures. Ça ne me dérangeait pas de couvrir le prêt immobilier, je le faisais déjà. L'endroit a commencé à nous ressembler. Nous avons peint la chambre, changé les tapis. Elle a apporté de la vie à la maison et puis, l'année dernière, sa mère a perdu son emploi. Tout a commencé comme un mardi ordinaire. Clara est rentrée tôt à la maison avec un air inquiet. Ma mère a perdu son travail, a-t-elle dit. Elle ne peut pas payer le loyer le mois prochain. J'ai hoché la tête. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Clara a hésité. Elle pourrait rester avec nous un moment, juste le temps de trouver quelque chose. 2 mois maximum. L'idée ne m'enchantait pas. J'aime mon espace. J'aime le silence. Mais j'ai compris. La famille est de la famille. Alors j'ai dit, d'accord. Sa mère a emménagé ce week-end-là. Elle a apporté plus de choses que prévu, 5 cartons, une énorme valise et son chat. Je n'étais pas ravi, mais j'ai essayé d'être gentil. Je lui ai fait de la place dans la chambre d'amis. J'ai mis une serviette dans la salle de bain, je l'ai même ajoutée au Wi-Fi. La 3e semaine, elle dormait toujours tard, regardait des feuilletons et ne cherchait pas de travail. J'en ai parlé à Clara. Elle est stressée, a-t-elle dit. Donne-lui du temps. Et puis est apparu Ruben, son jeune frère, 26 ans. Il avait quitté l'université et courait toujours après un rêve à moitié cuit. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, il représentait un rappeur local et soudain, il était sur mon canapé avec un sac de sport et une canette de Red Bull. Il ne reste que quelques nuits, a dit Clara. Il n'a nulle part où aller. Ces quelques nuits se sont transformées en 8 mois. Il a pris possession du sous-sol. Il disait qu'il avait besoin d'espace pour son studio. Cela signifiait des câbles partout, des haut-parleurs qui résonnaient à 2 heures du matin et une odeur bizarre qui venait des conduits de ventilation. Il mangeait ma nourriture, utilisait mon savon, laissait ses chaussures traîner dans le couloir. Pendant ce temps, sa mère traitait la chambre d'amis comme son royaume privé. Elle a rempli la cuisine de ses produits de régime végétalien, commentait constamment la façon dont je pliais mal le linge et laissais des cheveux partout dans le lavabo. J'ai demandé plusieurs fois à Clara quand il comptait partir. Il cherche, disait-elle. C'est difficile en ce moment. Difficile. Une excuse bidon. Ruben n'avait rempli aucune demande d'emploi. Sa mère passait plus de temps sur Facebook qu'une adolescente. J'ai tenu les comptes. J'ai vérifié la facture d'électricité. Elle avait doublé. Les dépenses du supermarché, triplé. Je subvenais aux besoins de 4 adultes avec un seul salaire et aucun d'entre eux, pas un seul, n'a proposé de contribuer. Un vendredi soir,
après que Ruben ait bu la dernière de mes bières et laissé à nouveau la porte du réfrigérateur ouverte, j'ai perdu les nerfs. Nous étions assis dans le salon. Sa mère était à l'étage en train de faire du yoga ou quelque chose comme ça. Ruben était au sous-sol, répétant le même rythme pour la 3e heure consécutive. Je me suis tourné vers Clara. Quand vont-ils partir? Elle a levé les yeux de son téléphone. Qui ça? Ta famille. Ils sont là depuis 8 mois. Ils ne paient pas le loyer, ils ne nettoient pas. Ils n'aident pas. Quand part-il? Son expression a changé, froide, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il reste, a-t-elle dit. Je l'ai regardé fixement. Pendant combien de temps? Autant que nécessaire. Si c'est un problème, a-t-elle ajouté en me fixant du regard. C'est peut-être toi qui devrais partir. J'ai attendu la blague, elle n'est pas venue. Puis Ruben est monté, s'est appuyé sur la rampe, les bras croisés, et a dit, il était temps. Comme s'ils attendaient que je craque, comme s'ils l'avaient répété. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était que c'était fini. Je me suis levé et je suis monté. Clara ne m'a pas suivi. Ruben n'a rien dit de plus. J'ai pris un sac de sport, 2 t-shirts, un jean, des chaussettes, ma brosse à dents, mon ordinateur portable et mes clés. Et j'ai ouvert le placard. Clara n'a jamais su que j'avais un coffre-fort caché. Quand nous avons rénové la chambre principale l'année dernière, nous avons enlevé un des murs et je l'ai moi-même réinstallé juste derrière une planche lâche dans le placard. Elle pensait que je l'avais enlevé. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison, à mon nom uniquement, une clé USB avec tous les documents financiers, y compris les relevés bancaires montrant comment Clara avait retiré de l'argent de notre compte commun vers un compte dont je ne connaissais même pas l'existence, ainsi que le contrat de mariage qu'elle pensait être une formalité, mais que j'avais révisé 6 mois auparavant avec mon avocat, Maître Moral, et mis à jour avec son consentement tacite par email. Et enfin, 10 000 € en espèces que j'avais gardés comme argent d'urgence. Elle ne savait pas que ça existait. J'ai tout pris. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas laissé de mots. J'ai conduit jusqu'à une auberge de jeunesse bon marché près de l'autoroute 7 et j'ai passé la nuit à regarder la neige s'accumuler derrière la fenêtre. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des messages que je n'ai pas lus. Elle n'a jamais pensé que je partirais, mais je l'ai fait et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 30 messages non lus. Tous de Clara, où es-tu? On peut parler. Tu es dramatique. Reviens. Tu as laissé la télécommande du garage. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même une fausse excuse pour faire semblant d'être désolé, juste du contrôle. Toujours la même chose. Je l'ai ignoré. À la place, j'ai appelé mon avocat, Maître Moral, un homme sérieux qui s'était occupé de l'achat de ma maison. Il m'avait aussi aidé avec le contrat de mariage. Êtes-vous prêt à déposer? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Et je veux qu'elle quitte ma maison. Maître Moral n'a pas perdu de temps. Le lundi, les papiers étaient déjà en route. Clara a essayé de m'appeler encore et encore. Quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé sa mère après moi. J'ai reçu un email d'Alicia disant que j'étais puéril et que j'abandonnais mes responsabilités familiales. Je n'ai pas répondu, ce n'était pas nécessaire. J'ai laissé les documents parler pour moi. La maison était à moi. Le nom de Clara n'y a jamais figuré. Elle n'a jamais payé 1 euro. L'accord était en béton. Elle n'avait même pas droit à une prestation compensatoire. Je lui ai donné 1 semaine pour partir, 7 jours. Et c'est là que le vrai jeu a commencé. Le 2e jour, Ruben a publié une histoire sur Instagram, une image où il posait de manière provocante devant la caméra avec la légende « Au revoir pour toujours ». C'était une erreur. Ce que Ruben ne savait pas, c'est que j'avais toujours un accès à distance aux caméras Nest de la maison, y compris au sous-sol. Je suis entré dans le système et je l'ai vu rire sur le canapé, disant des bêtises, m'insultant, se vantant d'être maintenant le roi de la maison. Puis je l'ai vu allumer quelque chose avec une odeur bizarre juste à côté du radiateur. Un risque d'incendie. J'ai enregistré l'écran et envoyé la vidéo à mon assureur, puis à la police. Ensuite, j'ai appelé Maître Moral. Le vendredi, un agent du tribunal s'est présenté à la maison avec une notification formelle. Ils avaient 72 heures pour partir ou ils seraient légalement expulsés.
Ruben s'est enregistré en train de crier sur les gens et l'a publié sur les réseaux sociaux. Une autre erreur. Cette vidéo était maintenant une preuve publique de son comportement et nous l'avons présentée au juge de l'affaire. Pendant ce temps, je suis resté silencieux, calme. Je travaillais à distance depuis une auberge de jeunesse longue durée. Je mangeais des sandwichs de station-service. J'attendais. Le 6e jour, Clara m'a enfin laissé un message vocal, cette fois différent. Sa voix tremblait. Elle n'était pas en colère, elle avait peur. « Andrés, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne savais pas que tu allais vraiment déposer. Je pensais que tu étais juste en colère. On peut parler, s'il te plaît ? Trop tard. Je n'étais pas en colère, j'étais concentré, parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait plus sur cette clé USB. Beaucoup plus. Oui, Clara avait bien déplacé de l'argent de notre compte commun. Je le savais déjà, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver qu'elle envoyait aussi de petits virements toutes les quelques semaines à un homme nommé Sergio Navarro. Je ne savais pas qui il était, alors je l'ai cherché. Instagram privé, mais Twitter public. Devinez ce qu'il a posté il y a 2 mois. Une photo de mon jardin. Exactement le mien. Légende, de retour à mon repère préféré. Je suis resté à fixer cette publication pendant un long moment. Puis j'ai vérifié les journaux d'appel. Elle l'avait appelé pendant les pauses déjeuner, le soir, une fois à 1h34 du matin. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé les preuves à Maître Moral. Ça change tout, a-t-il dit. Et de façon significative. Je n'ai pas dit à Clara que je savais. Pas encore, car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de la maison, il s'agissait de la vérité. Et je n'avais pas fini. Et pendant que j'étais assis en silence à l'auberge, rassemblant toutes les pièces, elle continuait à essayer de m'appeler comme si tout était un malentendu. Je ne répondais pas, je travaillais sur autre chose. J'avais un ami nommé Oscar. Nous étions allés ensemble à l'école des métiers il y a des années. Il travaille maintenant dans la sécurité informatique pour une entreprise à Madrid. Un bon gars, il me devait une faveur. Alors je l'ai appelé. J'ai besoin d'aide pour récupérer des sauvegardes de téléphone et des données du cloud, lui ai-je dit. Il n'a pas posé de questions. Je lui ai donné accès à un ancien compte iCloud que nous avions utilisé lorsque nous partagions un iPad. Elle n'avait jamais changé le mot de passe. En moins de 2 heures, j'avais des sauvegardes de messages, de photos, de mails, de tout. Et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Elle parlait à Sergio Navarro depuis plus d'1 an. Une année entière. Ce n'était pas un simple flirt innocent. Il y avait des messages du jour même où j'étais en train de réparer l'évier, disant « J'aimerais que tu sois là ». Il y avait des photos. Rien d'explicite, mais assez intime. L'une d'elles avait été prise dans notre lit pendant que j'étais absent en octobre dernier, travaillant sur un toit à Saragosse, et le pire, c'est qu'elle se moquait de moi. Des captures d'écran de nos conversations qu'elle lui envoyait avec des commentaires comme « Il est encore dramatique ». Je te jure que je lui donnerai une bonne secousse verbale. S'il part un jour, je ne pleurerai pas, c'était la même semaine où je lui avais apporté des fleurs un mardi, juste parce qu'elle m'avait dit qu'elle se sentait déprimée. Tout était un mensonge et puis j'ai vu autre chose. Sergio n'était pas un type quelconque, c'était son collègue. Il travaillait dans le département informatique de sa clinique dentaire. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et j'ai trouvé une invitation dans son calendrier, enfouie parmi les emails. Titre, Week-end de team building. Conférence Val. Je me suis souvenu de ce voyage. Elle m'avait dit que c'était obligatoire. Seulement 2 jours. Elle était revenue fatiguée. Elle avait dit que c'était ennuyeux. Maintenant, je savais qu'elle avait passé 2 nuits dans une suite d'hôtel avec Sergio aux frais de l'entreprise. J'ai rappelé Maître Moral. Pouvons-nous inclure cela dans la procédure de divorce, ai-je demandé. Il a fait une pause. Si vous avez des preuves, et vous les avez, nous pouvons alléguer une faute et une intention. Cela changera le résultat. J'ai acquiescé. Faites-le. Ce week-end-là, je suis passé devant la maison. Je suis resté dans la voiture de l'autre côté de la rue. Les lumières étaient allumées. La voiture de Ruben n'était plus là. Enfin. Il y avait un camion de déménagement garé dans l'allée. Il partait et juste au moment où j'allais démarrer, Clara est sortie par la porte d'entrée. Elle ne ressemblait pas à elle-même.
Les cheveux en chignon désordonnés, un sweatshirt, sans maquillage, pâle, stressée. Elle est restée là 1 minute, regardant dehors comme si elle s'attendait à ce que je la regarde. Puis elle a sorti son téléphone. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu le message. Nous partons. J'espère que tu es content. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai attendu que le camion parte, puis j'ai conduit directement jusqu'à la porte d'entrée. Tout était silencieux. J'ai ouvert la porte et je suis entré de nouveau dans ma maison. Tout sentait différent. Les fausses bougies à la vanille n'étaient plus là. Ces plantes, ces tasses, son désordre aléatoire, tout avait disparu. J'ai parcouru les pièces en silence. C'était froid, vide, mais ça faisait aussi du bien. Puis j'ai vérifié la chambre. Elle n'avait pas tout emporté. Il restait un petit conteneur en plastique dans le placard, probablement oublié. À l'intérieur, il y avait de vieilles cartes, des reçus, une boîte à chaussures pleine de photos et une deuxième clé USB. Par curiosité, je les connectais. Il y avait des vidéos, des enregistrements des caméras de sécurité. Clara devait les avoir téléchargés avant que je ne lui coupe l'accès à Nest. Et ce que j'ai vu ensuite a complètement bouleversé l'histoire. Dans un clip, Ruben apparaissait dans mon bureau tard dans la nuit, copiant des fichiers de mon ordinateur portable avec une clé USB à la main. Dans un autre, on le voyait entrer dans la chambre principale avec Clara pendant que j'étais absent. Ils ne s'embrassaient pas, ne se touchaient pas, mais ils chuchotaient. Et il lui donnait quelque chose, une clé. Cette nuit-là n'était pas seulement une trahison, c'était un plan. J'ai regardé l'écran pendant plus d'1 heure. Ce moment entre Clara et Ruben, ma femme et son propre frère, m'est resté gravé dans l'esprit. Je l'ai revu encore et encore. Ce n'était pas seulement des murmures, c'était une conspiration. Elle a pris la clé de ses mains, a regardé directement la caméra de la chambre et a souri. Le pire, c'est que cet enregistrement datait de 2 semaines avant qu'elle ne me dise de partir. Tout correspondait. Maintenant, ils me poussaient dehors. J'avais été leur distributeur automatique, leur propriétaire gratuit. Et dès que j'ai commencé à poser des questions, ils ont décidé qu'il serait plus facile de me supprimer. J'ai pris une grande inspiration, je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi. Ce ne serait pas un divorce à l'amiable. C'était une bataille silencieuse. J'ai envoyé les nouveaux enregistrements à Maître Moral. En moins d'1 journée, il avait déjà déposé une motion d'urgence devant le tribunal. Non seulement j'avais des preuves d'infidélité, mais j'avais maintenant des preuves de ce qui semblait être une manipulation coordonnée et un vol possible de données privées. Pourquoi? Devinez quoi? La clé USB que Ruben avait utilisée contenait des fichiers sensibles de mes clients, du matériel soumis à un accord de confidentialité, des propositions de projet, des choses que je ne devais même pas conserver localement. Entre de mauvaises mains, cela aurait pu me coûter de futurs contrats. J'ai fait un rapport à la police. Usurpation d'identité. Accès non autorisé à des documents privés. Ruben n'était pas seulement en train de s'amuser chez moi, il avait commis un crime. Pendant ce temps, je jouais à long terme. J'ai contacté le vrai patron de Clara. Non, Sergio, l'autre. Je lui ai envoyé les enregistrements, les messages, les transactions financières qui correspondaient au voyage d'affaires. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une réponse en un seul mot, résolu. Elle a été licenciée sans indemnité. Sergio aussi. Apparemment, elle n'était pas la seule à enfreindre les règles. Il utilisait aussi la technologie de l'entreprise pour des transferts de fichiers personnels. Ils ont appelé cela une violation grave de la politique interne. Un ami m'a dit qu'ils avaient été escortés dehors devant tout le bureau. Ensuite, ce fut le tour de Ruben. Quelques mois auparavant, Ruben avait demandé l'allocation chômage. Il disait qu'il était sans emploi. Il affirmait vivre chez un membre de sa famille qui le soutenait financièrement. C'était vrai, et aussi illégal, car pendant qu'il touchait l'allocation, il recevait aussi de l'argent des virements secrets de Clara et avait en plus une entreprise parallèle vendant du matériel de studio qu'il avait acheté avec mon argent. J'ai trouvé les annonces sur Facebook Marketplace sous un faux nom que j'ai remonté jusqu'à son compte Bizum. J'ai envoyé les détails au ministère du Travail. Quelques semaines plus tard, Ruben faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Ses comptes ont été gelés, on lui a exigé de rembourser tout ce qu'il avait perçu et il a été condamné à une amende. Au total, 11 000 €. La maison était toujours à moi.
Le juge a statué en ma faveur. Elle n'y avait aucun droit, aucune contribution démontrable, aucune valeur partagée. J'ai gardé la voiture, les meubles, tout. Elle est partie avec la seule chose qu'elle avait mise dans sa valise. Maître Moral m'a demandé si je voulais réclamer des dommages-intérêts en tant qu'époux. J'ai dit oui, pas pour l'argent, mais pour qu'il y ait une trace. Nous avons gagné. Elle me devait 17 000 € en honoraires d'avocat et dommages pour mauvaise utilisation des fonds communs et pour avoir gaspillé les fonds communs. Elle n'avait pas cet argent, elle ne l'a toujours pas. Maintenant, une partie de son salaire est retenue chaque mois. Après cela, j'ai tout gardé silencieux. Je suis retourné au travail. J'ai payé Maître Moral. J'ai commencé une thérapie. Il le fallait. Les mensonges, la manipulation, le gaslighting, tout ça m'a marqué, mais je ne suis pas devenu amer. Je suis resté concentré. Quelques mois après que tout soit réglé, j'ai reçu un email de Clara. Une seule phrase. Je n'aurais jamais pensé que tu irais vraiment jusqu'au bout. Je n'ai pas répondu. 1 an plus tard, j'ai appris que Ruben avait de nouveau emménagé chez son père à Séville. Son studio avait fermé lorsque l'État lui avait retiré sa licence. Il doit toujours payer la restitution. Clara. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle travaillait à la réception d'un spa. Salaire minimum, sans avantage. Je passe parfois devant cet endroit, pas pour me vanter, juste pour me rappeler le chemin parcouru. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Petit à petit, j'ai pris mon temps pour faire confiance à nouveau. J'ai adopté un chien. J'ai repeint la maison. J'ai fait un voyage dans les Pyrénées. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais pu tant qu'elle était là. La chambre où ils ont conspiré contre moi est maintenant un bureau. Mon espace, mes règles. Je ne me blâme plus, je me souviens juste de ceci, je leur ai donné de la gentillesse et ils m'ont donné de la trahison. Je leur ai donné un foyer et ils ont essayé de me jeter dehors. Mais au final, c'est moi qui suis resté et ils ont tout perdu. Et ils ne remettront jamais les pieds chez moi. Dernière mise à jour, réponse aux commentaires. J'ai lu vos commentaires. Pas tous, mais beaucoup trop. Certains m'ont remercié d'avoir partagé, d'avoir raconté ce que beaucoup vivent en silence. D'autres ont dit que j'étais froid, que j'exagérais, que je suis un narcissique, un contrôleur, un lâche de ne pas avoir lutté pour mon mariage. Certains ont demandé si je me sentais puissant en laissant une femme sans abri ou en dénonçant son frère. Quelqu'un a même écrit, tu es aussi manipulateur qu'eux, juste plus silencieux. Et vous savez quoi, je ne vais pas me justifier, mais je veux que vous sachiez ce que l'on ressent d'être de l'autre côté. J'ai passé des années à penser que l'amour était un compromis, même quand ça faisait mal. À penser que si je tenais un peu plus, les choses reviendraient à la normale, que si je faisais tout bien, payais, me taisais, supportais, cela suffirait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté, je n'ai pas jeté des choses dans la maison, j'ai juste observé, et cela, apparemment, pour certains, est également condamnable. Mais ce que personne ne voit, ce qui ne figure pas sur les enregistrements ou dans les messages, c'est ce qui fait mal à l'intérieur. C'est de se réveiller à côté de quelqu'un qui vous regarde comme si vous étiez un meuble. C'est de partager sa maison avec des gens qui parlent de vous comme si vous n'étiez pas là. C'est d'ouvrir une porte et de découvrir que vous n'appartenez plus à votre propre foyer. Vous voulez savoir ce qui m'a vraiment brisé. Ce n'était pas l'infidélité ni l'escroquerie, pas même de voir mon nom disparaître peu à peu des décisions de ma propre vie. C'était le silence, cette façon dont tout le monde agissait comme si je n'avais pas le droit d'être contrarié, comme si ma douleur était un inconvénient pour eux, comme si la seule chose qu'ils attendaient de moi était l'obéissance et la stabilité. La seule chose que j'ai faite, c'est de partir, de poser des limites, de dire ça suffit sans élever la voix, et c'est pour cela que vous me jugez. D'accord, qu'il en soit ainsi, mais aujourd'hui, je dors paisiblement avec mon chien dans ma maison, sans avoir à faire semblant de ne pas voir ce qui me détruit. Merci à ceux qui ont compris et à ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être qu'un jour vous comprendrez. Andrés.